Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Cela dura 15 jours, pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. La guerre eût éclaté que je n'en aurais rien su. Le monde ne se composait plus pour moi que d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une chaise, d'une cuvette, d'une fenêtre et de 4 murs, sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementé s'est gravée comme au burin dans les replis de mon cerveau, tant je les regardais. Enfin commencèrent les interrogatoires. On était appelé brusquement, sans bien savoir si c'était la nuit ou le jour. On vous conduisait à travers les corridors, on ne savait pas où. On attendait ensuite quelque part, sans savoir où on était, puis on se trouvait tout à coup devant une table autour de laquelle étaient assis quelques personnages en uniforme. Sur la table, il y avait une liasse de papier, un dossier dont on ne savait pas ce qu'il contenait, et aussitôt commençaient les questions, les franches et les perfides, celles qui en cachent d'autres, celles qui cherchent à vous prendre au piège. Pendant que vous répondiez, des mains étrangères et hostiles feuilletaient ces papiers dont vous ne saviez pas ce qu'ils contenaient. Des doigts étrangers et hostiles griffonnaient un procès-verbal sans que vous sachiez ce qu'ils écrivaient. Mais le plus redoutable pour moi dans ces interrogatoires, c'était de ne jamais pouvoir deviner ce que, grâce à son espionnage, la Gestapo connaissait réellement de la marche de mes affaires et ce qu'elle voulait apprendre de moi. Comme je vous l'ai dit, j'avais expédié à mon oncle, à la dernière minute et par l'intermédiaire de ma gouvernante, les documents les plus compromettants. Mais les avait-il reçus? Ne les avait-il pas reçus? Et jusqu'à quel point mon employé m'avait-il trahi? Qu'avait-on pu saisir de mes lettres? Qu'avait-on tiré, peut-être déjà, d'un pauvre prêtre habilement interrogé dans un des couvents que nous représentions? On me questionnait, quel titre avais-je acheté pour ce couvent? Avec quelle banque étais-je en correspondance? Connaissais-je monsieur un tel? Recevais-je des lettres de Suisse et de Stilnockerzell? Et comme je ne pouvais me faire une idée exacte de ce qu'on savait déjà, chacune de mes réponses comportait une écrasante responsabilité. Si je connaissais quelque chose qu'on ne savait pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à la mort. Si j'en taisais trop, je me nuisais à moi-même. L'interrogatoire n'était pourtant pas le pire. Le pire, c'était le retour à ce néant, juste après, dans cette même chambre, devant cette même table, ce même lit, cette même cuvette, ce même papier au mur. Car à peine étais-je seule avec mes pensées, que je me mettais à refaire l'interrogatoire, à songer à ce que j'aurais dû répondre de plus habile, à ce que je devrais dire la prochaine fois pour écarter le soupçon que j'avais peut-être éveillé par une remarque inconsidérée. J'examinais, je creusais, je sondais, je contrôlais chacune de mes dépositions, je repassais chaque question posée, chaque réponse donnée, j'essayais d'apprécier ce que leur procès-verbal pouvait avoir enregistré, tout en sachant bien que je n'y parviendrais jamais. Mais ces pensées, une fois mises en branle dans cet espace vide, elles tournaient dans ma tête, faisaient sans cesse entre elles de nouvelles combinaisons, et me poursuivant jusque dans mon sommeil. Ainsi, une fois fini l'interrogatoire de la Gestapo, mon propre esprit prolongeait inexorablement mon tourment, avec autant ou peut-être même plus de cruauté que les juges, qui levaient l'audience au bout d'1 heure, tandis que dans ma chambre, cette affreuse solitude rendait ma torture interminable. Autour de moi, jamais rien d'autre que la table, l'armoire, le lit, le papier peint, la fenêtre. Aucune distraction, pas de livre, pas de journal, pas d'autre visage que le mien, pas de crayon qui m'eût permis de prendre des notes, pas une allumette pour jouer, rien. Oui, il fallait un génie diabolique, un tueur d'âmes pour inventer ce système de la chambre d'hôtel. Dans un camp de concentration, il m'eût fallu sans doute charrier des cailloux, jusqu'à ce que mes mains saignent et que mes pieds gèlent dans mes chaussures. J'eusse été parqué avec 25 autres dans le froid et la puanteur. Mais du moins, j'aurais vu des visages. J'aurais pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, quelque chose enfin qui change, au lieu de cette chambre immuable si horriblement semblable à elle-même dans son immobile fixité. Là, rien qui ne puisse me distraire de mes pensées, de mes folles imaginations, de mes récapitulations maladives. Et c'était justement ce qu'il voulait, me faire ressasser mes pensées jusqu'à ce qu'elles m'étouffent, et que je ne puisse plus faire autrement que de les cracher, pour ainsi dire, d'avouer tout ce qu'il voulait, livrant ainsi mes amis et les renseignements désirés. Je sentais que mes nerfs, peu à peu, commençaient à se relâcher sous cette atroce pression du néant, et je me raidissais jusqu'à la limite de mes forces pour trouver ou pour inventer une diversion. En guise d'occupation, je récitais ou reconstituais tant bien que mal tout ce que j'avais appris par cœur autrefois. Chants populaires et rimes enfantines,
passage d'Homère appris au lycée, paragraphe du Code civil, puis j'essayais de faire des calculs, d'additionner, de diviser des nombres quelconques. Mais dans ce vide, ma mémoire ne retenait rien. Je ne pouvais me concentrer sur rien. La même pensée se glissait partout. Que savent-ils? Qu'ai-je dit hier? Que dois-je dire la prochaine fois? Je vécus 4 mois dans ces conditions indescriptibles. 4 mois, c'est vite écrit et c'est vite dit. Un quart de seconde suffit à articuler ces 3 syllabes, 4 mois. Quelques caractères suffisent à les noter. Mais comment peindre, comment exprimer, fût-ce pour moi-même, une vie qui s'écoule hors de l'espace et du temps? Personne ne dira jamais comment vous ronge et vous détruit ce vide inexorable, de quelle manière agit sur vous la vue de cette perpétuelle table et de ce lit, de cette perpétuelle cuvette et de ce papier au mur, ce silence auquel on vous réduit, l'attitude de ce gardien, toujours le même, et qui pose la nourriture devant son prisonnier sans lui jeter un regard. Des pensées, toujours les mêmes, tournent dans le vide autour de ce solitaire, jusqu'à ce qu'il devienne fou. À de petits signes inquiétants, je connus que mon cerveau se détraquait. Au début, j'avais la tête claire durant les audiences, et je faisais des dépositions calmes et réfléchies. Je triais parfaitement dans mon esprit ce qu'il fallait dire de ce qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, je n'articulais plus, même une phrase toute simple sans bégayer, car tout en la prononçant, je fixais, hypnotisé, la plume du greffier qui courait sur le papier, comme si je voulais courir après mes propres paroles. Je sentais que mes forces diminuaient, et qu'approchait le moment où, dans l'espoir de me sauver, je dirais tout ce que je savais, et peut-être davantage encore, ou, pour échapper à l'emprise mortelle de ce néant, je trahirais 12 hommes et leurs secrets, dussé-je n'y gagner qu'un instant de répit. J'en étais là, un certain soir. Le gardien m'apporta justement alors à manger, et je lui criai en suffoquant au moment où il s'en allait. « Conduisez-moi à l'interrogatoire. Je dirai tout. Je dirai où sont les papiers, où est l'argent, je dirai tout. Tout. » Par bonheur, il n'entendit pas. Peut-être aussi ne voulut-il pas entendre. J'en étais réduit à cette extrémité, quand se produisit un événement inattendu qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. C'était un jour sombre et maussade de fin de juillet. Je me souviens très bien de ce détail parce que la pluie tambourinait sur les vitres, le long du couloir par lequel on m'emmenait à l'interrogatoire. On me fit attendre dans l'antichambre du juge d'instruction. Il fallait toujours attendre avant de comparaître, cela faisait partie de la méthode. On commençait par ébranler les nerfs de l'inculpé en l'envoyant chercher brusquement au milieu de la nuit. Puis, lorsqu'il s'était ressaisi, pendant toutes ses énergies en vue de l'audience, on le faisait attendre, absurdement, 1 heure, 2 heures, 3 heures, avant de l'interroger, pour le mater corps et âme. Je restai debout, dans cette salle d'attente 2 bonnes heures durant, ce jeudi 27 juillet, et voici pourquoi je me rappelle si précisément cette date. Il y avait un calendrier suspendu au mur, et tandis que les jambes me rentraient dans le corps, à force d'être debout, il était bien entendu interdit de s'asseoir, je dévorais des yeux, dans une soif de lecture, que je ne peux pas vous décrire, ce chiffre et ce petit mot, 27 juillet, qui se détachaient contre la paroi, car je les incorporais quasiment à ma matière grise. Puis je me remis à attendre, à regarder la porte, à me demander quand elle s'ouvrirait enfin, à réfléchir à ce que les inquisiteurs me demanderaient cette fois, tout en sachant bien qu'ils ne me poseraient pas les questions auxquelles je me préparais. Malgré l'anxiété de cette attente, malgré la fatigue qu'elle me causait, c'était encore un soulagement d'être ainsi dans une autre chambre que la mienne, une chambre un peu plus grande, éclairée de 2 fenêtres au lieu d'une, sans lit et sans cuvette, où l'appui de fenêtre ne présentait pas certaines fentes que j'avais remarquées des millions de fois dans la mienne. La porte avait un vernis différent, la chaise aussi devant le mur était autre. À gauche, il y avait une armoire pleine de dossiers et un vestiaire avec des patères auxquels pendaient 3 ou 4 manteaux militaires mouillés, les manteaux de mes bourreaux. Ainsi, j'avais des objets nouveaux à regarder, à examiner, enfin du nouveau, et mes yeux frustrés se cramponnaient avidement au moindre détail. Je considérais chaque pli de ces manteaux et je remarquai par exemple une goutte de pluie au bord d'un col mouillé. J'attendis avec une émotion insensée, cela va vous paraître ridicule, de voir si elle allait couler le long du pli ou se défendre encore contre la pesanteur et s'accrocher plus longtemps. Oui, je fixai haletant cette goutte pendant plusieurs minutes, comme si ma vie en dépendait, et lorsqu'elle fut enfin tombée, je me mis à compter les boutons sur chaque manteau. 8 au premier, 8 au second et 10 au troisième. Puis je comparai les parements entre eux.
Mes yeux buvaient tous ces détails stupides et insignifiants. Ils s'en repaissaient et s'en délectaient avec une passion que je ne puis exprimer par des mots. Et soudain ils s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté de la poche de l'un des manteaux. Je m'approchai et crus reconnaître à travers l'étoffe tendue le format rectangulaire d'un livre. Un livre. Mes genoux se mirent à trembler. Un livre. Il y avait 4 mois que je n'en avais pas tenu dans ma main. Et sa simple représentation m'éblouissait. Un livre dans lequel je verrais des mots alignés les uns à côté des autres, des lignes, des pages, des feuillets que je pourrais tourner, un livre où je pourrais suivre d'autres pensées, des pensées neuves qui me détourneraient de la mienne, et que je pourrais garder dans ma tête. Quelle trouvaille enivrante et calmante à la fois. Mes regards se fixaient, hypnotisés sur cette poche gonflée où se dessinait la forme du livre. Ils étaient aussi brûlants en regardant cet endroit banal que s'ils voulaient faire un trou dans le manteau. Je n'y tins plus et sans le vouloir je m'approchai encore. À la seule idée de palper un livre, fût-ce à travers une étoffe, les doigts me brûlaient jusqu'au bout des ongles. Presque sans le savoir, je me rapprochai toujours davantage. Le gardien ne prêtait heureusement aucune attention à mon étrange conduite. Peut-être trouvait-il simplement naturel qu'un homme veuille s'appuyer un peu à la paroi après être resté 2 heures debout. Je finis par arriver près du manteau, et je mis mes mains derrière mon dos pour pouvoir le toucher subrepticement. Je tâtai l'étoffe, et y sentis en effet un objet rectangulaire qui était souple et craquait un peu. Un livre, c'était bien un livre. Comme l'éclair, la pensée jaillit en mon cerveau. Essaye de le voler. Peut-être réussiras-tu et alors tu pourras le cacher dans ta cellule et lire enfin, lire de nouveau. À peine cette pensée m'était-elle venue qu'elle agit sur moi comme un poison violent. Mes oreilles se mirent à bourdonner, le cœur me battit, les mains glacées. À peine cette pensée m'était-elle venue qu'elle agit sur moi comme un violent poison. Mes oreilles se mirent à bourdonner, le cœur me battit, mes mains glacées ne m'obéirent plus. Cependant, la première stupeur passée, je me serrai astucieusement contre le manteau et, tout en gardant les yeux fixés sur le gardien, je fis peu à peu remonter le livre hors de la poche. Hop, je le saisis avec adresse et précaution, et je tins soudain dans ma main un petit volume assez mince. Alors seulement, je fus effrayé de ce que je venais de faire, mais je ne pouvais plus reculer. Où le mettre maintenant? Toujours derrière mon dos, je glissai le livre dans mon pantalon, sous la ceinture, et de là tout doucement, jusque sur la hanche, de manière à pouvoir le tenir en marchant. La main sur ma couture du pantalon, comme il se doit militairement. Il s'agissait à présent de mettre ma ruse à l'épreuve. Je m'écartai du vestiaire, je fis 1 pas, 2 pas, 3 pas, cela allait. Je parvenais à maintenir le livre à sa place en marchant, si je gardais le bras bien collé au corps, à l'endroit de la ceinture. Vint alors l'interrogatoire. Il exigea de moi un plus gros effort que jamais, car toute mon attention se concentrait sur le livre, et sur la façon dont je le tenais plutôt que sur ma déposition. Par bonheur, l'audience fut courte ce jour-là, et je rapportai le livre sain et sauf dans ma chambre. Je vous fais grâce des détails. Il glissa bien une fois fort dangereusement à l'intérieur de mon pantalon, pendant que je longeais le couloir, et il me fallut simuler un violent accès de toux pour me courber en deux et le repousser discrètement sous ma ceinture. Mais quel instant inoubliable que celui où je me retrouvais dans mon enfer, enfin seul, et cependant en cette précieuse compagnie.